Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. C'est la première édition de la semaine. Nous sommes le lundi 30 janvier 2023 et nous sommes toujours en direct de nos studios de Douala. Première escale en kiosque. On voit ce que nous propose après ce matin et on démarre avec la nouvelle expression qui s'intéresse encore ce matin à l'assassinat de Martinez Zogo et titre « L'évêque de Kribi indigné ». Monseigneur Damas Zinga à Tangana, recevant les journalistes de l'Océan lors de la cérémonie de présentation des vœux, s'est engagé à prier pour mettre un terme à de telles atrocités au Cameroun. Vous aurez d'autres détails sur la sortie de Monseigneur Damas Zinga à Tangana en parcourant l'article paru dans la nouvelle expression de ce matin. Pour le journal L'Indépendant, le peuple étonne, meurtri et survolté, le rituel expiatoire, titre donc le hebdomadaire L'Indépendant, sur le site lugubre où a été retrouvé le corps sans vie de Martinez Zogo. Des chefs traditionnels de son aire culturelle ont décidé de faire payer par un châtiment mystique les auteurs, commanditaires et complices de ce crime odieux. Une sortie qui a pour le moins divisé les gardiens de la tradition dans la Léquier. Félix Zogo, ci-devant secrétaire général du ministère de la Communication, dépêché à ça pour calmer un peuple qui accuse, réclame justice et s'insurge contre la terreur et l'instrumentalisation de la violence politique. D'autres détails à lire dans les colonnes du journal L'Indépendant. À la une du quotidien Le Jour, Martinez Zogo, pourquoi l'enquête piétine, s'interroge dans le quotidien Le Jour. Les prélèvements faits sur la dépouille n'ont jamais été envoyés en analyse, nous révèle donc le quotidien Bleu ce matin. À la une de Mutation, affaire Martinez, dites quelque chose, titre donc Mutation. Pour résumer cette lettre ouverte au chef de l'État Paul Biya, adressée par Jean-Marie Molo Olinga. Il est le directeur de l'Estafette, c'est un mensuel de l'élite intellectuelle. À la une du journal Le Populi, malmenés à Yaoundé par leur propre élite, les chefs de la Léquier jettent Martinez. Le ponce pilatisme, s'exclame donc le journal Le Popoli. Et à la une du Messager, affaire Martinez Zogo, embouteillage des chefs traditionnels, nous dit le journal Le Messager, des élites à l'origine du désaveu des patriarches de la Léquier suite à la déclaration du 26 janvier 2023 dernier. À la grande une du Messager, accès à l'eau potable, espoir à la bonne source, s'interroge donc le journal. La Camouata a résolument engagé à abreuver les populations après s'être outillée dans le domaine de la maîtrise des pertes commerciales et fraudes dans le réseau de distribution du précieux liquide. D'autres précisions donc à lire en page 5 du journal Le Messager. À la une de l'économie quotidienne, évaluation, l'économie du Cameroun non performante après le Covid-19. Le pays ne figure pas dans la liste dévoilée par la BAD dans son rapport semestriel Performance et perspectives macroéconomiques de l'Afrique présenté le 19 janvier 2023 en Côte d'Ivoire. Le journal Sans Détour est en kiosque ce matin et s'intéresse à la résolution de la crise anglophone, les dessous pernicieux de l'offre canadienne, titre Sans Détour. Elle a été présentée au moment où les efforts de pacification des régions du nord-ouest et du sud-ouest portent des fruits à travers le retour progressif à la normale, comme si derrière l'initiative se cachent des manœuvres de récupération de la victoire de Paul Biya dans la résolution de ce conflit. Les plus-values du grand dialogue national de 2019 à retrouver dans les colonnes du journal Sans Détour. Pour le journal Riposte, crise anglophone, qui du Cameroun ou du Canada détient la vérité sur la médiation, s'interroge Riposte ce matin. En 24 heures, l'honorable Mélanie Joly, ministre canadienne des Affaires étrangères, et René Sadi, ministre camerounais de la Communication, se sont illustrés par deux versions opposées sur l'existence de pourparlers entre le Cameroun et les séparatistes. Autres détails à lire dans les colonnes du journal Riposte. Politique pour terminer avec Cameroun Tribune, candidature au sénatorial. 13 partis se lancent, titre le quotidien bilingue gouvernemental. La direction générale des élections et certaines agences départementales ont reçu les mandataires d'une douzaine de formations politiques samedi dernier. Le RDPC est le seul parti en liste dans tous les 10 régions du pays. Premier verdict attendu le 12 février prochain au plus tard, à travers la publication des listes retenues par le Conseil électoral d'Election Cameroun. Voilà pour l'essentiel des tabloïds de ce matin, sélectionnés dans le cadre de la revue des Grandes Unes. On va à présent accueillir nos invités pour en parler. Je vais commencer par ma gauche, Bernard Batana. Bonjour Bernard et bienvenue. Bonjour Rachid Kamga, bonjour à tous les téléspectateurs de la revue des Grandes Unes. Je n'oublie pas de dire good morning Bamenda, good morning
Boya, parce que les gens m'ont reproché d'avoir arrêté de dire bonjour à Bamenda et bonjour à Boya. Ce n'est pas qu'on a refusé de le dire, il y a des moments comme ça. Et je dis bonjour à notre panéliste que Achille aura le soin de présenter. Oui, c'est un nouveau visage que donc, les téléspectateurs de la revue des Grandes Unes vont découvrir dans un instant. Elle s'appelle Pélagie Mabam. Bonjour Pélagie, bienvenue. Bonjour Achille, merci pour l'invitation. Bonjour aux téléspectateurs de la revue des Grandes Unes. Je suis contente d'être parmi vous. Voilà, merci donc de nous faire l'amitié de venir décrypter l'actualité avec nous ce matin. C'est votre grande première. On va peut-être vous accueillir avec ce premier sujet qui est triste. On en parle depuis la semaine dernière avec les journaux. Cet assassinat ignoble de Martinez Zogo. On va aborder des questions de fond tout à l'heure. Mais déjà, votre premier sentiment, vous ne voulez pas rester indifférente, insensible à ce qui a été commis à l'ancien chef de chaîne d'Amplitude FM. Bien entendu, comme tous les journalistes, j'ai participé au mouvement qui était ordonné par les différents syndicats, à savoir Porter le Noir. Et j'ai également décrié cet acte ignoble qu'a subi notre confrère. Et vraiment, c'est déplorable et le Cameroun tout entier compatit à cet acte, à ce qui s'est passé et déplore également cela. D'où l'appel lancé par multiples autorités, par les chefs traditionnels. Et nous attendons donc le mot du président. Vous me donnez donc la perche, on parle des chefs traditionnels ce matin, c'est eux qui font l'actualité également à travers certains tabloïds. Bernard Batana, alors qu'est-ce qui s'est passé avec les chefs traditionnels? Un coup, ils sont descendus sur le terrain pour faire des rites, interpeller le chef de l'État. Moins de 48 heures, ils se rétractent. C'est quoi le problème? Il faut partir d'un postulat de départ. Dans nos coutumes, dans nos villages, on ne juge pas le chef. Les décisions du chef sont implacables et ses paroles sont d'évangile. On ne les juge pas. Mais lorsqu'on revient sur les faits, il y a un premier groupe de chefs traditionnels de la Léquié qui se déportent sur le lieu où on a trouvé la dépouille de Martinez Zogo, où ils ont fait un certain nombre de rites traditionnels, des rites que le journal appelle aujourd'hui des rites expiatoires. Et ils vous ont demandé que justice soit faite, comme c'est normal. Et ils ont donné un certain nombre de choses, c'est-à-dire à Villemorte, dans la Léquié, et que la dépouille devait être acheminée en Voméka, entre autres choses. Mais nous disons ici que lorsque les chefs traditionnels s'expriment, il ne faut pas prendre ce qu'ils disent au premier degré. C'est des chefs traditionnels qui se sont exprimés avec un langage certainement codé. Voilà pour la première étape. La deuxième étape, ces mêmes chefs traditionnels se retrouvent chez un ministre homme politique de la région pour écrire une lettre dans laquelle ils demandent des excuses. Ils disent qu'ils ont été emportés par une situation qui était insupportable et ils demandent des excuses au chef de l'État. Voilà les faits. Maintenant, si on peut faire un petit commentaire sur ces faits, c'est que les chefs ont fait une première sortie purement traditionnelle et rituelle. Et ces mêmes chefs ont fait une seconde sortie purement politique. Parce que ils se sont retrouvés chez un homme politique et ils ont délivré un message avec un zeste de relent politique. Et nous disons ici qu'il faut faire attention. Cette affaire de l'assassinat de Martinez Zogo risque de basculer dans l'arène politique. Achille, vous savez, dans nos rédactions, lorsque nous discutons du menu de la prochaine édition, il y a des affaires qui partent de la rubrique société à la rubrique politique.
Jusqu'à maintenant, l'assassinat de Martinez Zogo est dans la rubrique société. Mais on a peur qu'avec ce qu'on voit sur le terrain, avec ce qui se passe sur le terrain, on risque d'aboutir à une affaire politique. Et que dès qu'on aboutira à une affaire politique, l'enquête sera à ce moment-là devenue politique et très compliquée. Pélagie Mabam, alors comment comprendre cette rétractation des chefs traditionnels, les garants de la tradition en moins de 48 heures? Oui, ils se sont rétractés, comme vous le dites, ce qui suscite vraiment des interrogations, étant donné que par rapport à leur première sortie, nous nous attendions vraiment à ce qu'ils soient fermes là-dessus, à ce que c'est plutôt le gouvernement qui devrait se chambouler, plutôt suivre les instructions que les chefs traditionnels ont données. Comme l'a dit mon copanéliste, on ne juge pas les chefs traditionnels quand ils disent quelque chose. Certainement, c'était codé, nous ne pouvons pas comprendre. Mais seulement, par la suite, 2 jours après, ils reviennent pour s'excuser. Est-ce que ces excuses, est-ce qu'ils ont été menacés? Il y a des questions à se poser. Est-ce que c'est parce qu'ils se sont dit, ils se sont repris pour dire que non, ils ont agi au premier degré, ils ont agi sur le coup de l'émotion, peut-être les paroles qui ont été dites n'auraient pas été. Il y a des questions vraiment que l'on doit se poser là-dessus. Mais est-ce que les chefs traditionnels peuvent se lever un matin comme ça et parler sur le coup de l'émotion? C'est quand même des chefs traditionnels, avec toute la sagesse et l'intelligence qu'on les connaît. Justement, c'est ça qui nous amène à nous poser des questions, d'où le pan politique que cette histoire est en train de prendre. Parce que, comme le disait tantôt mon copanéliste, il y a un pan politique qui est en train d'être, cette affaire est en train d'être reprise du côté politique et nous craignons cela, compte tenu du fait que nous sommes tous au courant que les affaires politiques du Cameroun sont résolues généralement d'une façon que seuls les politiciens ont la clé. On n'a jamais trouvé d'issue aux enquêtes qui sont du ressort de la politique. Donc vraiment, nous craignons cela et nous appelons justement à la sortie du chef de l'État pour nous donner une clarté là-dessus. On va parler de la sortie du chef d'État tout à l'heure avec la une de Butation, mais revenons un peu sur la une de la nouvelle expression qui nous intéresse pour le moment. Il y a l'évêque de Kribi qui a également dit son indignation relativement à cet acte odieux, les condamnations qui se poursuivent, Bernard Batana. Oui, à la suite de certains évêques, je crois que l'évêque de Yaoundé aussi a fait une sortie, il est allé sur le lieu. Les hommes d'église compatissent et ils, je dis qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord avec le traitement que Martinez Zogo a pu avoir avant sa mort. Ben, on ne peut que saluer ça, on ne peut que prendre acte de ce que l'Église se prononce face à cet acte odieux qui s'est produit à Eboboko 3, à Yaoundé, même si ce n'est pas là-bas qu'il a été effectivement assassiné. Mais je vais un peu revenir sur les chefs traditionnels pour dire qu'il y a un sacré principe chez eux. La parole du chef, lorsque elle sort de la bouche du chef, elle ne peut plus rentrer. On dit souvent que le chef ne peut pas ravaler ce qu'il a vomi. Les chefs ont fait une première sortie où ils ont dit un certain nombre de choses. Est-ce que lorsqu'ils reviennent sur ce qu'ils se fendent en excuse pour dire qu'ils étaient emportés par l'émotion, cela veut-il dire qu'ils doivent ravaler? Cela veut-il dire qu'ils ont ravalé ce qu'ils ont dit à leur première sortie? Voilà la grande question qu'il faut poser. Mais en tout état de cause, pour revenir à il faut peut-être saluer l'action de l'Église qui compatit à la douleur que ressentent tous les journalistes devant la mort de leurs confrères. Et il faut le dire que c'est par solidarité. Il vous souvient qu'il y a quelques années, un évêque avait été tué pratiquement dans les mêmes conditions, où l'Église avait crié à ce que la justice soit faite pour que les assassins soient condamnés suivant les lois de la République. Jusqu'aujourd'hui, c'est resté lettre morte.
Un mot sur cette condamnation de l'église catholique Pélagie Mabam. On a vu les archevêques s'exprimer la semaine passée, notamment Monseigneur Samuel Cléda. Aujourd'hui, l'évêque de Kribi qui dit également son indignation face à cet assassinat. Cela va de soi. Il n'y a aucun prélat qui cautionnerait ce genre d'action-là. Donc cela va de soi qu'il intervienne pour décrier, on a besoin des prières des hommes de Dieu pour que ce genre de choses ne continue pas. Donc c'est normal, sa sortie est normale et elle est salutaire. Voilà, prenons la une du quotidien Le Jour qui nous donne un autre angle de traitement de cette affaire. Pourquoi l'enquête piétine? Le journal Le Jour nous dit que les prélèvements faits sur la dépouille n'ont jamais été envoyés en analyse. Alors les scientifiques disent que il faut établir aussi la véracité des faits, c'est-à-dire que le corps soit effectivement celui de Martinez, ça doit être également prouvé scientifiquement. Mais l'enquête piétine parce qu'au Cameroun, on ne fait pas ces tests-là, on devrait l'envoyer à l'extérieur et ça coince. Oui, c'est dommage qu'on en arrive là. C'est dommage que jusqu'aujourd'hui, l'enquête scientifique, c'est-à-dire les éléments scientifiques de cette enquête ne soient pas mis en branle pour la manifestation de la vérité dans cette affaire-là. Donc, on doit vraiment déplorer cela, qu'on ait pu prélever des éléments sur le corps de la dépouille et qu'une semaine après que cela ne soit pas acheminé, il faut se poser la question. Alors que de l'autre côté, comme l'affaire est sur la place publique, le grand public piaffe d'impatience de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Lorsqu'on nous apprend aujourd'hui, 7 jours après, que les éléments de prélèvement n'ont pas été acheminés, cela veut dire que on fait du sur place et qu'on va encore attendre longtemps pour savoir comment ça s'est passé. Comment est-ce que Martinez Zogo a été tué, qui l'a tué, dans quelles conditions. Et puis on a peur de savoir que cette enquête risque d'être comme les premières, c'est-à-dire morte à la naissance. Pélagie, est-ce qu'un volontaire manifeste de mur de roulement de cette enquête-là? Pour ma part, je pense que oui. Étant donné qu'on sait tous, on dit en journalisme, les faits sont sacrés, les commentaires libres. Maintenant, les faits sont là. Il a été assassiné d'une manière horrible. Ces prélèvements vont servir à quoi? À savoir, est-ce qu'il a été assassiné avec le couteau? Est-ce qu'il a été... Ça ne sert à rien. On veut véritablement d'abord prouver scientifiquement qu'il s'agit bien du corps de Martinez pour que l'enquête évolue. Je pense que la famille a reconnu le corps. Bon, même quand on veut suivre on veut prendre ce pan d'enquête scientifique là, pourquoi est-ce que ça traîne? Il y a des questions à se poser. On sait tous également que à chaque fois qu'il y a une enquête qui est émise, les résultats vraiment traînent toujours et vraiment, comme l'a dit tout à l'heure, elle meurt à la naissance. Est-ce que nous devons encore attendre ces résultats? Est-ce que nous devons attendre qu'il y ait vraiment des coupables à cet acte? Nous attendons tous. Encore une fois, le chef de l'État est interpellé. Ça, c'est pour ce qui est de la une du journal Mutation qui a donné la parole au directeur de l'estafette qui dit que Paul Biya doit dire quelque chose. On l'a réclamé ici avec certaines d'autres personnes d'associations civiles qui ont voulu que le chef d'État s'exprime. Peut-être c'est lui qui est la clé de cette affaire finalement, Bernard. Oui, le chef d'État en tant que chef président de la République, moi j'aime à le dire pour montrer l'importance du chef de l'État. Et je le dis toujours sur ce plateau, il est en même temps un homme et une institution. La présidence de la République est une institution. Le président de la République est une institution. Lorsque une affaire d'une haute cruauté, lorsqu'un assassinat de cette cruauté se produit au Cameroun, et lorsque des sons dissonants par rapport à cet assassinat se font entendre ça et là, nous pensons qu'il est de bon ton que le président de la République parle, que le président de la République se prononce, parce que le grand peuple, comme l'a dit le journal, demande au chef de l'État de dire quelque chose. Parce que face à une situation, nous sommes des journalistes, on se sent un peu orphelin
lorsque le chef de l'État ne parle pas devant la gravité de la situation. Et nous pensons que son intervention est attendue. Si son intervention n'est pas attendue immédiatement là, nous pensons que le 10 février, généralement, il s'adresse à la nation et qu'il pourra dire quelque chose concernant cet assassinat de Martinez Zogo. Pélagé, vous l'avez déjà évoqué en entame de vos propos, vous attendez aussi que le chef d'État s'exprime comme le veut Jean-Marie Molo, le directeur de l'Estafette. Son intervention est capitale. Elle devrait même être spontanée. On ne devrait pas être en train de demander au chef de l'État de faire, pas lui mettre la pression, voilà, de faire une sortie pour ce genre de choses. Sous d'autres cieux, nous voyons, quand il y a un acte horrible de la sorte qui suscite beaucoup des interrogations, le garant des institutions sort pour dire quelque chose, afin de calmer les uns et les autres. Donc, son intervention, pour moi, elle est capitale et elle devrait être spontanée. On ne devrait pas donner des rendez-vous ou alors demander que le chef d'État intervienne. Ça devrait se faire de manière naturelle. Est-ce qu'on n'est pas aussi sûr que peut-être en coulisses, il fait des manœuvres qu'on trouve, ou bien il faut effectivement qu'on le voit de manière physique s'exprimer? Oui, quand il y a quand même quelqu'un qui représente une famille, quand le chef d'une famille sort, on sait qu'il porte la voix de tous ceux qui sont derrière. Donc c'est ce que nous attendons du chef de l'État, qu'il porte cette voix, qu'il n'intervienne pas en off. Il devrait être en front office. Donc c'est lui qui devrait parler de cette histoire. On attend sa sortie qui va certainement calmer beaucoup d'ardeur. Voilà le chef d'État qui donc a attendu la parole du chef de l'État, attendu donc pour le cas Martinez Zogo. Voilà ce qu'on pouvait dire encore ce matin sur l'assassinat de cet ancien chef de chaîne d'Amplitude FM. La presse a également abordé d'autres sujets ce lundi matin. Parlons par exemple de la crise anglophone. Il y a le journal Riposte qui est revenu sur ce ping-pong au sujet de la médiation donc de la crise anglophone entre le Canada et le Cameroun. Qui du Cameroun ou du Canada détient la vérité sur la médiation? Bernard Batana, je pose la question simplement comme le journal. Qui finalement la vérité? Le Canada dit que le Cameroun a émis le vœu qu'elle assure la médiation dans la crise anglophone. Elle a rencontré les différentes parties. Et le Cameroun qui dit non, on n'a jamais engagé un pays à gérer cette médiation. Alors là, c'est la parole du Canada contre celle du Cameroun. Et nous sommes au Cameroun. Nous avons des institutions au Cameroun. Nous avons, je crois, c'est le ministre de la communication qui est, non, on ne peut que s'en tenir à la version du Cameroun, à la version du ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Donc, c'est la voie-là, c'est cette voie-là que nous... Est-ce que la partie canadienne peut se lever comme ça un matin et puis faire quand même ce communiqué très précis? Alors, nous avons affaire ici à une institution. Moi, je parle toujours des institutions, je ne parle pas des hommes. Le gouvernement, c'est une institution. Et une institution qui est douée d'une certaine crédibilité. Et on ne peut pas concevoir un ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir un gouvernement qui nous mène en bateau. Autrement dit, on serait dans une république bananière. Or, nous sommes ici, à ce que je sache, dans une république. Et dans une république, il y a un certain nombre de règles, il y a un certain nombre de consignes à suivre. Nous avons un gouvernement, nous avons un porte-parole du gouvernement qui nous dit que, en fait, il n'y a pas eu de démarche dans ce sens-là. Vous voulez que nous disions quoi? Que nous écoutons ce que la Canadienne dit? Mais non, on ne peut que suivre ce que... Si le gouvernement du Cameroun, de l'État du Cameroun veut qu'il nous mène en bateau, mais nous nous en tenons à cela. Voilà. Votre commentaire, cette actualité qui fait également la une des journaux Pélagi Mabam, c'est ping-pong entre le Canada et le Cameroun au sujet de la médiation sur la crise anglophone. La crise anglophone ne date pas d'aujourd'hui. Et nous savons tous, nous sommes au Cameroun, nous savons tous comment le gouvernement a eu à se déployer. Combien de délégations ont été composées et envoyées sur le terrain au nord-ouest et au sud-ouest. Dans cette médiation, je pense que le gouvernement camerounais a engagé ça depuis. Il est inadmissible. Qui va résoudre les problèmes du Cameroun mieux que les Camerounais? Comment est-ce que le Canada
prend maintenant la part belle, prend le manteau de celui du pays qui a joué les médiations. Non, je pense que le ministre de la Communication est le porte-parole du gouvernement. Nous savons non seulement ce que le ministre dit, nous avons vécu des commissions, des délégations qui sont allées vers les séparatistes pour cette médiation. Donc si jamais cette médiation doit aboutir, vraiment, elle revient au Cameroun. Mais il y a des observateurs qui disent que effectivement c'est parce que l'information a fuité dans la presse et le gouvernement quand même n'aime pas trop ça, qu'on prenne les devants, que c'est eux qui devaient véritablement annoncer. Est-ce que vous croyez en cette thèse-là? Quand on voulait gérer tout dans les coulisses sans que le grand public ne sache. Je pense que le Cameroun a cette habitude de gérer d'abord les choses en off, oui, dans les coulisses, avant que... Bon, maintenant, s'il y a eu récupération, c'est bien dommage. Pour terminer, oui, peut-être c'est possible qu'il y ait des manœuvres dans les coulisses, et c'est normal. Moi, je pense que la voix la plus autorisée du Cameroun avait dit que toutes les voix pour apporter la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest sont les bienvenus. Pourquoi pas celle du Canada? Moi, je ne comprends pas pourquoi il y a ce genre de ping-pong entre le Canada et le Cameroun par rapport à la résolution du problème anglophone. Si la médiation canadienne peut nous amener à apporter la paix et la sérénité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, pourquoi pas? Voilà, c'est pour ce sujet sur le Canada donc, et le Cameroun qui se font du ping-pong au sujet de la médiation. On va peut-être sortir avec un dernier sujet proposé également par la presse ce matin. On l'a vu tout à l'heure dans la revue des sénatoriales 2023 annoncées pour mars prochain. Eh bien, Eleka nous dit qu'il y a 13 partis qui seront en liste pour ces sénatoriales en attendant donc, que le verdict soit donné avant l'élection du 12 prochain pour voir qui véritablement sont retenus dans le cadre de ces sénatoriales. Vous vous intéressez également à l'actualité politique, Pélagie Mabam. On dit encore une fois bien évidemment que le RDP sera le seul représenté dans toutes les régions du Cameroun. Il n'y aura pas forcément match avec les autres partis. Vous l'avez dit tout à l'heure, 13 partis sont retenus. Pourquoi est-ce qu'on va parler du RDPC qui sera représenté? C'est vrai, le RDPC a eu certaines autorités dans toute l'étendue du pays. Donc c'est normal que certains partis politiques qui n'ont pas assez de moyens comme le RDPC ne se retrouvent pas dans certaines régions. Donc forcément le RDPC a une certaine avance sur les autres. Mais il y a 13 partis qui sont en compétition. Dans les régions où ces 13 partis seront représentés, bon, que les électeurs, que ceux qui sont supposés élire ces sénateurs fassent leur travail. Bernard Batana, on a parlé de MDR et UNDP, FSNC, ANDP, les RDPC, d'autres partis politiques. Est-ce qu'il y aura véritablement un match? C'est 13 partis politiques seulement, hein, en fait. Alors, vous savez, cette élection, ces sénatoriales vont donner l'ossature politique du Cameroun. Ça, c'est le début de l'ossature. Au moment où on parle de plus en plus de transition, moi, je pense que cette élection est d'une importance capitale parce qu'on saura de quel parti politique, quel poids pèse chaque parti politique. En termes de cause, il y a un certain nombre de partis politiques qui sont déjà sur la liste, mais car lorsqu'on voit sur le terrain, ce sera du remake. Ce sera du remake, c'est-à-dire que pour parler du MDR, de l'UNDP, FSNC, tout ça, c'est des partis alliés au RDPC. Même s'ils disent qu'ils sont alliés seulement à la présidentielle. Mais une alliance reste une alliance. Nous allons assister à une carte sénatoriale fortement dominée par le RDPC. C'est parti pour razzia du RDPC. C'est parti une fois de plus pour une razzia du RDPC. Bon, on ne peut pas attendre mieux que ça. Est-ce qu'on peut avoir un impact d'un Sénat monocolore comme celui qu'on assiste depuis 2013? Mais on va toujours... parti outrageusement dominant. On va toujours rester dans le statu quo politique estanté. C'est-à-dire qu'on a le RDPC qui a une majorité obèse face aux autres partis qui sont là appelés pour inaugurer les chrysanthèmes politiques. Voilà, on va vous dire merci d'être venu sur ce plateau décrypter l'actualité. Merci à vous Nathalie et Mabam. Ce n'est pas un exercice qui a été difficile, plutôt facile. Hein? Pélagie Mabam. Oui,
journalistes. Ça a été un plaisir de décrypter les journaux avec vous ce matin. Merci à vous. Voilà, Bernard, merci et à lundi prochain. Oui, et bienvenue à Pélagie. Nous pensons qu'elle sera là parce qu'on ne va pas dire que la revue de Grande Une n'est seulement consacrée qu'aux hommes. Une dame s'est aujourd'hui présentée. Et je crois que c'est à l'honneur de Equinos TV. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres ce matin. Merci à nos équipes techniques en régie, Jonathan Babiola, Zéphirin Gondi et aux caméras Innocent Abega, François Dikoumé et à la réalisation Emos Fongo. Retrouvez la team d'Isabelle Carozou juste après nous pour 10-12 le Zénith. Bye bye.